J'ai dépensé 2600 $ en cadeaux pour chaque enfant de la famille. Mais quand mon fils est entré, ma mère a dit qu'il n'avait besoin de rien. Il ne fait pas vraiment partie des nôtres. Ma sœur lui a tendu un jouet en plastique cassé et a dit « Sois reconnaissant d'avoir eu ça ». Il a juste fixé le sol. J'ai chargé chaque cadeau que j'avais acheté dans ma voiture, pris une photo de l'arbre vide et envoyé par SMS, collection terminée. À 7h18, leur groupe de discussion explosait. Et tout le monde, avant de passer à la vidéo d'aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide. Nous avons remarqué que la chaîne perd un peu de terrain, et s'abonner est l'un des meilleurs moyens de nous soutenir. C'est rapide et cela nous aide à continuer à vous proposer du contenu génial. Votre soutien représente énormément pour nous. Continuons à faire grandir cette chaîne ensemble. Merci beaucoup. Maintenant, commençons la vidéo. Mon nom est Jeffrey. J'ai 34 ans. Je travaille dans le marketing et s'il y a une chose que j'ai apprise sur la famille, c'est celle-ci, être fiable ne vous rend pas estimé, cela vous rend simplement utile. Pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, c'est moi qu'ils appelaient quand l'argent venait à manquer. Quand ma sœur Kathleen a eu besoin d'aide pour son hypothèque, mon téléphone a sonné. Quand mon frère Patrick a voulu lancer son entreprise d'aménagement paysager, j'ai viré le capital de départ. Quand la voiture de maman est tombée en panne, j'ai payé les réparations sans demander un centime en retour. Je n'ai jamais tenu de registre. Je n'ai jamais attendu de gratitude. C'est ce que fait la famille, n'est-ce pas? On aide parce qu'on le peut. On donne parce qu'ils en ont besoin. Mais à un moment donné, j'ai cessé d'être Jeffrey le frère, Jeffrey le fils. Je suis devenu Jeffrey le portefeuille, Jeffrey le plan de secours, Jeffrey le gars qui arrive, signe un chèque et disparaît en arrière-plan pendant que tous les autres sont sous les projecteurs. Mon fils Andrew a 6 ans. Il a des cheveux bruns bouclés qui ne restent jamais plats, peu importe combien je les peigne. Il a les yeux de sa mère, doux, confiant, plein de questions qu'il ne pose pas toujours à voix haute. Sa mère est décédée il y a 2 ans. Un cancer s'est allé vite. Un jour, elle était fatiguée, 6 mois plus tard, elle n'était plus là. Andrew ne parle pas beaucoup d'elle. Je pense qu'il a peur que ce souvenir d'elle fasse revenir la douleur. Après sa mort, je pensais que ma famille prendrait le relais. Je pensais qu'il verrait un enfant qui a perdu sa mère et déciderait d'être là pour lui. Au lieu de cela, ils ont commencé à appeler moins souvent, à nous inviter à moins de choses. Quand nous nous présentions, Andrew recevait des sourires polis, des salutations distantes. Rien de chaleureux, rien de réel. Maman lui ébouriffait les cheveux et disait quelque chose de générique comme « Tu grandis tellement ». Puis elle se tournait vers les enfants de Kathleen et s'extasiait pendant 20 minutes sur leur projet scolaire. Les jumeaux de Patrick avaient les meilleures places à chaque dîner de famille. On les interrogeait sur leurs passe-temps, leurs amis, leurs rêves. Andrew avait droit au reste en silence. Je me disais que c'était dans ma tête, que j'étais sensible à cause du deuil. Mais le schéma n'a jamais changé. À chaque fête, chaque anniversaire, chaque rassemblement, Andrew restait assis au bord de la pièce pendant que ses cousins couraient partout et étaient félicités pour le simple fait de respirer. Cette année, j'ai décidé que les choses seraient différentes. Noël approchait. Je voulais qu'Andrew se sente inclus, qu'il sente qu'il comptait. Alors, j'ai fait ce que je fais toujours, j'ai jeté de l'argent sur le problème. J'ai passé des semaines à faire les courses. J'ai acheté des cadeaux pour chaque enfant de la famille, 9 enfants au total. Des cadeaux personnalisés, des cadeaux chers. J'ai dépensé plus de 2600 $. Pour les jumeaux de Patrick, j'ai pris des trottinettes électriques. Pour l'aîné de Kathleen, une nouvelle console de jeu. Pour sa plus jeune, un ensemble d'art avec des fournitures de qualité professionnelle. Pour les enfants de ma cousine Kimberly, j'ai acheté des manteaux d'hiver et des ensembles de jouets. J'ai emballé chacun d'eux avec soin, écrit leur nom sur des étiquettes de ma plus belle écriture. Je voulais que ce Noël soit parfait. Je voulais qu'Andrew entre dans cette maison, voit un sapin entouré de cadeaux et sache que son père s'était assuré que tout le monde reçoive quelque chose de spécial. Je pensais que peut-être, juste peut-être, si je rendais Noël magique pour leurs enfants, ils verraient enfin Andrew. Qu'ils le verraient vraiment. Pas comme un étranger, pas comme le rappel de quelqu'un qu'ils n'ont jamais appris à connaître, mais comme l'un des leurs, comme un membre de la famille. J'ai chargé tous les cadeaux dans ma voiture la veille. Andrew m'a aidé à porter quelques cartons.
Il a demandé si tous ces cadeaux étaient pour ses cousins. Je lui ai dit que oui. Il a hoché la tête lentement. Puis il a posé la question qui m'a serré la poitrine. Il a dit, est-ce qu'il y en aura un pour moi aussi? J'ai souri et je lui ai dit, bien sûr. Grand-mère s'assure toujours que tout le monde reçoive quelque chose. Il a semblé satisfait de cette réponse. Il est allé se coucher excité. Je suis resté éveillé tard, fixant le reçu sur le comptoir de ma cuisine, 2747,82 $. Un petit prix, pensais-je, pour l'appartenance. Je n'avais aucune idée à quel point je me trompais. Nous sommes arrivés chez maman à 9h30 du matin. L'allée était pleine de voitures, le camion de Patrick, le SUV de Kathleen, la berline de Kimberly. Tout le monde était déjà à l'intérieur. J'entendais les rires s'échapper par la porte d'entrée avant même de frapper. Andrew tenait ma main alors que nous entrions. Il portait son plus beau pull, le rouge avec le renne sur le devant. Il m'avait demandé ce matin-là s'il lui allait bien. Je lui avais dit qu'il était parfait. Maman a ouvert la porte avec un immense sourire. Elle m'a embrassé rapidement, puis a regardé Andrew. Son sourire s'est aminci. Elle lui a tapoté la tête une fois. Elle a dit, « Oh, tu l'as emmené. » Pas, « Joyeux Noël, Andrew », pas, « Je suis si contente que tu sois là. » Juste, « Tu l'as emmené », comme s'il était un bagage que j'avais oublié de laisser dans la voiture. J'ai mordu ma langue. Je me suis dit qu'elle ne pensait pas ce qu'elle disait. Nous sommes allés dans le salon. Le sapin était massif, 2,5 mètres de haut, couvert de lumière et de décoration, et en dessous, rien. Pas un seul cadeau. Je les avais tous apportés, ils étaient encore dans ma voiture. J'ai dit à maman que je les apporterais une fois installés. Elle m'a fait signe de ne pas m'en occuper. Elle a dit que les enfants s'impatientaient. Elle voulait faire l'échange maintenant. J'ai hésité. Je lui ai demandé si elle voulait que j'aille chercher les cadeaux d'abord. Elle a secoué la tête. Elle a dit, nous ferons cela plus tard. Commençons par ce que nous avons ici. J'ai regardé autour de moi. Il n'y avait rien sous le sapin. J'ai senti un nœud se former dans mon estomac. Kathleen s'est approchée avec 2 grands sacs cadeaux. Elle les a posés devant ses enfants. Patrick a fait de même pour ses jumeaux. Kimberly en avait une petite pile pour ses 3 enfants. J'ai observé le visage d'Andrew. Il balayait la pièce du regard, cherchant quelque chose avec son nom dessus. Maman a frappé dans ses mains. Elle a dit aux enfants de venir chercher leurs cadeaux. Ils ont envahi le sapin. Le papier cadeau volait. Des cris d'excitation remplissaient la pièce. Andrew se tenait à côté de moi, silencieux, observant. La fille de Kathleen, Madison, a déchiré une boîte et en a sorti une tablette. Elle a hurlé. Le fils de Patrick, Walter, a eu un nouveau vélo. Il a serré son père dans ses bras. Le bruit était assourdissant. La main d'Andrew s'est serrée sur la mienne. Puis maman a remarqué qu'il se tenait là. Elle s'est approchée lentement. Elle l'a regardé, puis elle m'a regardé. Elle a dit, il n'a besoin de rien. Il ne fait pas vraiment partie des nôtres. La pièce est devenue calme. Pas silencieuse, mais assez calme pour que je sache que d'autres personnes l'avaient entendu. Kathleen a jeté un coup d'œil. Elle n'a rien dit. Patrick gardait les yeux sur son téléphone. J'ai senti ma mâchoire se crisper. Je lui ai demandé ce qu'elle venait de dire. Elle a répété plus lentement cette fois, comme si c'était moi qui ne comprenais pas. Elle a dit qu'Andrew n'était pas vraiment de la famille. Sa mère n'était pas d'ici. Nous ne connaissons pas ces gens. C'est différent. La main d'Andrew est devenue lâche dans la mienne. J'ai baissé les yeux vers lui. Ses yeux étaient fixés sur le sol, son visage était inexpressif. Il ne pleurait pas. Il n'était pas en colère. Il était juste vide. Comme s'il avait déjà entendu cela auparavant, comme s'il le savait déjà. Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, Kathleen s'est approchée. Elle avait quelque chose à la main, un jouet en plastique, un dinosaure cassé, le genre qu'on trouve dans un bac de liquidation dans un magasin à $1. Une des pattes manquait. La peinture était écaillée. Elle l'a tendu à Andrew. Elle a dit, « Tiens, sois reconnaissant d'avoir eu ça. » Andrew l'a pris. Il ne l'a pas regardé.
Il ne m'a pas regardé. Il a juste fixé le jouet dans ses mains. Les autres enfants couraient partout avec leurs nouveaux vélos, leurs tablettes et leurs consoles de jeux. Mon fils se tenait là, tenant un morceau de plastique cassé. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas bruyamment, pas de façon dramatique, juste une rupture nette et silencieuse, comme une branche sous un poids trop lourd. J'ai lâché la main d'Andrew. Je suis sorti sans dire un mot. J'ai ouvert ma voiture. J'ai commencé à sortir les cartons, des brassées entières. Je les ai rapportés à l'intérieur et je les ai déposés sous le sapin un par un. Chaque cadeau que j'avais acheté. Je n'ai pas parlé. Personne n'a demandé ce que je faisais. Ils regardaient, tout simplement. Quand le dernier carton a été sous le sapin, j'ai sorti mon téléphone. J'ai pris une photo de la pile. Puis j'ai pris Andrew dans mes bras. Je suis retourné dehors et j'ai commencé à charger chaque cadeau dans ma voiture. Andrew était assis sur le siège arrière. Il tenait toujours le dinosaure cassé. Je l'ai regardé dans le rétroviseur. Son visage n'avait pas changé, toujours vide, toujours absent. Il n'a pas demandé pourquoi nous partions. Il n'a pas posé de questions sur les cadeaux. Il est juste resté assis là à regarder par la fenêtre. Je voulais dire quelque chose, expliquer, m'excuser. Mais les mots ne venaient pas. Que pouvais-je seulement dire? Désolé que ta grand-mère pense que tu n'es pas à ta place. Désolé que ta tante t'ait donné un déchet pendant que ses enfants recevaient des trésors. Désolé d'avoir cru que dépenser de l'argent t'achèterait leur acceptation. J'ai conduit en silence. Mes mains tremblaient. Pas de colère, pas encore, juste de choc, d'incrédulité. Je ne cessais de rejouer le moment dans ma tête. La façon dont maman avait regardé Andrew, la façon dont elle avait dit ces mots. Il ne fait pas vraiment partie des nôtres. Comme s'il était un chien errant que j'avais emmené à la fête de l'Action de grâce, comme s'il n'avait aucun droit d'être là. J'ai pensé à toutes les années passées à essayer de prouver que j'étais un bon fils, un bon frère, un homme fiable. J'ai pensé à chaque chèque que j'avais signé, chaque service rendu, chaque fois où j'avais tout arrêté pour les aider. Et au final, cela n'avait aucune importance car à la seconde où mon fils a eu besoin qu'il soit présent, ils ont clairement fait comprendre qu'il ne valait pas leur temps. Nous sommes rentrés vers 11 heures du matin. J'ai porté Andrew à l'intérieur. Il est allé directement dans sa chambre. Il a fermé la porte doucement. Je suis resté dans le couloir un moment, écoutant, attendant le bruit de pleurs, mais il n'y avait rien, juste le silence. Je suis allé dans la cuisine. Je me suis assis à la table. J'ai fixé mon téléphone. J'avais 14 appels manqués, 6 de Kathleen, 4 de Patrick, 3 de maman, 1 de Kimberly. Je n'ai pas écouté les messages vocaux. Je n'ai pas lu les SMS. Je savais déjà ce qu'ils diraient. Ils me diraient que j'ai surréagi. Ils me diraient que je leur ai fait honte. Ils me diraient que je faisais du mélodrame. Mais aucun d'eux ne s'excuserait auprès d'Andrew. J'ai pensé à tous les Noëls de mon enfance. La façon dont maman nous préparait du chocolat chaud le soir du réveillon. La façon dont elle nous laissait ouvrir un cadeau en avance. La façon dont elle disait toujours que la famille passe avant tout. J'ai pensé à quel point j'y avais cru, à quel point je voulais qu'Andrew ressente cette même chaleur, ce même amour. Au lieu de cela, il a eu un jouet cassé et une leçon sur son absence d'appartenance. Je suis resté assis à cette table pendant 2 heures. Je n'ai pas mangé. Je n'ai pas bougé. J'ai juste pensé aux années passées à être le plan de secours, aux années passées à être invisible sauf s'ils avaient besoin d'argent, aux années passées à prétendre que cela ne faisait pas mal. Au moment où le soleil commençait à se coucher, quelque chose en moi avait basculé. Je n'étais plus triste. Je n'étais plus choqué. J'étais calme, concentré. Je savais exactement ce que j'allais faire. Je me suis levé. Je suis allé dans mon bureau. J'ai sorti un classeur. À l'intérieur se trouvaient des années d'archives, relevés bancaires, reçus, contrats de prêt, confirmation de paiement. Je ne les avais jamais gardés par vengeance. Je les gardais parce que je suis organisé, parce que j'aime avoir des preuves des choses. Mais maintenant, en regardant tous ces papiers, j'ai réalisé qu'ils étaient plus que de simples archives. C'étaient des armes. J'ai passé le reste de la nuit à examiner chaque dossier, chaque transaction, chaque service.
J'ai fait une liste. J'ai fait des feuilles de calcul. J'ai calculé les totaux. À minuit, j'avais un chiffre. Au cours des 10 dernières années, j'avais donné 127 000 $ à ma famille. Et j'étais sur le point de tout reprendre. J'ai commencé par les coupes faciles, les paiements récurrents, les abonnements, les virements automatiques et des choses auxquelles ils s'étaient tellement habitués qu'ils avaient probablement oublié que c'était moi qui payais. L'assurance automobile de Kathleen, je l'avais ajoutée à mon contrat il y a 3 ans quand elle ne pouvait pas s'offrir la sienne, 140 $ par mois. Je me suis connecté à mon compte. Je l'ai supprimé, avec effet immédiat. Le prêt pour l'équipement d'aménagement paysager de Patrick, j'avais co-signé quand la banque refusait de l'approuver seule. Il faisait des paiements minimums à peine mais mon nom était toujours sur ce prêt. J'ai appelé le créancier. J'ai demandé ce qui se passerait si je me retirais comme co-emprunteur. Ils m'ont dit que le prêt ferait l'objet d'une révision. Si Patrick n'était pas qualifié seul, ils exigeraient le paiement intégral ou saisiraient l'équipement. J'ai demandé le retrait. Ils ont dit que ce serait traité sous 5 jours ouvrables. L'hypothèque de maman, je payais la moitié depuis la mort de papa. Elle m'avait dit que c'était temporaire. C'était il y a 6 ans. 950 $ par mois. J'ai mis en place un arrêt de paiement sur le virement automatique. J'ai envoyé une lettre à sa banque. Je leur ai dit que je n'étais plus responsable du compte. La garderie des enfants de Kimberly, j'en couvrais 2 depuis presque 1 an, 600 $ par mois. J'ai appelé le centre de garderie. Je leur ai dit que mon autorisation de paiement était révoquée. Ils ont dit qu'ils informaraient Kimberly immédiatement. J'ai passé en revue chaque facture, chaque abonnement, chaque petite chose que je payais discrètement, Netflix, Hulu, Spotify, les lignes de téléphone portable, les abonnements à la salle de sport. J'ai tout annulé. J'ai envoyé des emails. J'ai passé des appels téléphoniques. J'ai documenté chaque annulation. Ensuite, je suis passé aux articles plus importants, les prêts, l'argent liquide que je leur avais donné au fil des ans. J'ai sorti les accords de prêt. La plupart étaient informels et des notes manuscrites, des SMS. Quelques-uns étaient plus officiels, des documents signés avec des calendriers de remboursement qui n'avaient jamais été respectés. J'ai envoyé un email à Kathleen. J'ai joint une feuille de calcul. Elle listait chaque dollar que je lui avais prêté. Les dates, les montants, les raisons. Le total s'élevait à 34 000 $. J'ai écrit une seule phrase en bas, c'est maintenant dû en totalité sous 30 jours. J'ai envoyé la même chose à Patrick. Son total était de 28 000 $. J'y ai inclus le prêt d'équipement de paysagiste. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me rembourse. Je savais qu'il ne le pouvait pas. Mais ce n'était pas la question. Le but était de leur montrer, de leur faire voir le poids qu'ils faisaient peser sur mes épaules, de leur faire réaliser que je n'étais pas une banque. Je n'étais pas une œuvre de charité. J'étais une personne qu'ils avaient utilisée et rejetée. À 3 heures du matin, j'avais envoyé 11 emails, passé 9 appels téléphoniques et annulé 17 paiements récurrents. Je me suis adossé à ma chaise. J'ai regardé la pile de documents sur mon bureau. Des années de générosité, des années à être celui sur qui on compte, tout cela réduit à des chiffres sur un tableur. Mon téléphone a vibré. C'était un SMS de Kathleen. Elle a écrit, « C'est quoi ce bordel, cet email ? Tu es sérieux, là ?» Je n'ai pas répondu. J'ai retourné mon téléphone. Je suis allé voir Andrew. Il dormait. Le dinosaure cassé était sur sa table de nuit. Je l'ai ramassé. Je l'ai regardé pendant un long moment. Puis je suis allé à la cuisine. Je l'ai jeté à la poubelle. Demain, je finirai ce que j'avais commencé. Demain, ils comprendraient ce que l'on ressent quand on perd quelque chose que l'on considérait comme acquis. Demain, je leur retirerai la dernière chose sur laquelle ils pensaient pouvoir compter, moi. Ils se sont présentés à 9 heures du matin. Tous, maman, Kathleen, Patrick, Kimberly. Ils n'ont pas appelé avant. Ils n'ont pas envoyé de SMS. Ils sont juste apparus sur le pas de ma porte comme une foule prête à livrer un ultimatum. J'ai ouvert la porte. Je ne les ai pas invités à entrer. Je suis juste resté là, bloquant l'entrée, attendant. Maman a parlé la première. Elle a dit que je devais arrêter ces bêtises.
Elle a dit que j'étais puéril. Elle a dit, la famille ne se traite pas de cette façon. J'ai failli rire. Presque. Mais j'ai gardé un visage neutre. Je lui ai demandé quelle partie elle trouvait puérile, le moment où j'ai arrêté de payer son hypothèque, ou celui où j'ai arrêté de prétendre que sa cruauté était acceptable. Kathleen est intervenue. Elle a dit que je punissais tout le monde parce que je ne savais pas accepter une blague. Elle a dit qu'Andrew allait bien. Elle a dit que les enfants étaient résilients. Elle a dit que je devais arrêter d'être si sensible. Je l'ai regardée, vraiment regardée. Elle portait un manteau que je lui avais acheté il y a 2 Noëls. Elle tenait un sac à main que je l'avais aidé à s'offrir quand elle disait avoir besoin de quelque chose de bien pour un entretien d'embauche. Elle avait l'audace de se tenir sur mon perron, portant des choses que j'avais payées, et de me dire que j'étais sensible. Je lui ai demandé si elle pensait qu'un jouet cassé était une blague. Je lui ai demandé si elle pensait qu'humilier un enfant de 6 ans devant toute la famille était drôle. Elle n'a pas répondu. Elle a juste croisé les bras et a détourné le regard. Patrick a essayé ensuite. Il a dit que je surréagissais. Il a dit que maman ne pensait pas ce qu'elle disait. Il a dit que j'interprétais trop les choses. Il a dit que je devrais m'excuser et passer à autre chose. Je lui ai dit que j'en avais fini de passer à autre chose. Je lui ai dit que j'en avais fini de faire semblant. Je lui ai dit que j'en avais fini d'être le distributeur automatique qu'ils n'appelaient que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Il a dit, et alors? Tu vas juste nous couper les ponts pour une seule mauvaise journée. J'ai secoué la tête. Je lui ai dit que ce n'était pas une seule mauvaise journée. C'était 10 ans de mauvaises journées. 10 ans à être considéré comme acquis. 10 ans à tout donner et à ne rien recevoir. 10 ans à voir mon fils être traité comme s'il n'avait aucune importance. Je lui ai dit que j'avais fini. Maman s'est avancée. Elle a dit que j'étais égoïste. Elle a dit que j'avais la responsabilité d'aider la famille. Elle a dit que papa aurait honte de moi. Celle-là m'a touché. Je l'ai senti dans ma poitrine. Mais je n'ai pas bronché. Je l'ai regardé dans les yeux. J'ai dit, papa aurait honte de toi. Elle a eu un hoquet de surprise. Kathleen semblait choquée. Patrick a commencé à dire quelque chose, mais je l'ai coupé. Je leur ai dit que les prêts étaient dus. Je leur ai dit que les paiements étaient annulés. Je leur ai dit que je n'étais plus leur filet de sécurité. Je leur ai dit que s'ils voulaient de l'aide, ils pouvaient demander à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'avait pas passé des années à être invisible. Je leur ai dit que j'en avais fini d'être utilisé. Kimberly, qui était restée silencieuse tout ce temps, a fini par parler. Elle a demandé ce qu'elle était censée faire pour la garderie. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas se le permettre sans mon aide. Je lui ai dit que ce n'était pas mon problème. Je suis retourné dans ma maison. Je les ai regardés tous une dernière fois. J'ai dit, ne revenez pas ici à moins d'être prêt à vous excuser auprès d'Andrew. Et je ne parle pas de fausses excuses. Je parle de vraies excuses, à genoux, avec la honte dans les yeux. D'ici là, vous n'êtes pas les bienvenus. J'ai fermé la porte. Je l'ai verrouillée. Je les ai entendus se disputer sur le perron, les voix montant, les reproches changeant de cible. Mais je m'en fichais. Je suis allé à la cuisine, j'ai préparé du café, et j'ai attendu la phase suivante. J'ai passé les 3 jours suivants à monter le dossier. Pas un dossier juridique, un dossier moral, un dossier public. Je voulais m'assurer que lorsque je montrerais au monde qui était vraiment ma famille, il n'y aurait plus de place pour le doute, plus de place pour qu'ils déforment l'histoire, plus de place pour qu'ils jouent les victimes. J'ai commencé par tout organiser. J'ai créé des dossiers, un pour chaque membre de la famille. À l'intérieur de chaque dossier, j'ai placé des copies de chaque transaction, chaque prêt, chaque paiement, chaque service. Je n'ai rien laissé de côté. J'ai inclus les SMS où ils demandaient de l'argent, les emails où ils promettaient de me rembourser, les messages vocaux où ils me culpabilisaient pour m'inciter à aider. Pour Kathleen, j'avais les archives des paiements d'assurance automobile, des captures d'écran de la police, la preuve que je la couvrais depuis 3 ans. J'avais aussi des SMS de l'année dernière quand elle a acheté un nouveau sac à main de créateur et a posté à ce sujet en ligne alors qu'elle me devait encore 8 000 $ d'un prêt que je lui avais accordé pour couvrir son hypothèque quand elle disait être fauchée. Pour Patrick, j'avais les documents de prêt co-signés.
J'avais des emails de la banque montrant qu'il avait manqué 4 paiements au cours des 6 derniers mois. J'avais des SMS où il me demandait de couvrir ses frais d'équipement pour pouvoir partir en week-end à Vegas avec ses amis. Pour maman, j'avais 6 ans de paiement d'hypothèque. J'avais l'accord que nous avions passé à la mort de papa. Elle disait qu'elle avait juste besoin d'aide pour quelques mois. Je payais la moitié de son hypothèque depuis lors. J'avais aussi des enregistrements et des mémos vocaux que j'avais sauvegardés lors de dîners de famille où elle parlait de sa fierté pour Kathleen et Patrick, de leur réussite, de sa chance d'avoir de si bons enfants. Dans aucun de ces enregistrements elle ne m'a mentionné pas une seule fois. Pour Kimberly, j'avais les reçus de paiement de la garderie. J'avais des SMS où elle promettait que c'était temporaire. C'était il y a 11 mois. J'avais aussi des captures d'écran de ses publications Facebook, des photos de ses enfants dans des parcs de trampoline, des parcs d'attractions, au restaurant, toutes des sorties coûteuses, alors que je couvrais la garderie parce qu'elle disait ne pas pouvoir se le permettre. J'ai tout imprimé. J'ai fait des copies physiques. J'ai fait des sauvegardes numériques. J'ai tout téléchargé sur un drive en ligne. J'ai créé un dossier protégé par mot de passe. Je me suis assuré que si quoi que ce soit arrivé à mon ordinateur, les preuves existeraient toujours. Puis j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. J'ai écrit une lettre pas à eux, à tous les autres, à la famille élargie, aux cousins, aux tantes et oncles, aux amis de la famille, à tous ceux qui m'avaient toujours vu comme celui sur qui on peut compter, le calme, celui qui ne cause jamais de mélodrame. La lettre était simple. Je n'ai pas fulminé. Je n'ai pas insulté. J'ai juste exposé les faits. J'ai expliqué ce qui s'était passé le matin de Noël. J'ai expliqué les années de soutien financier. J'ai expliqué les années passées à être ignoré. J'ai expliqué comment mon fils avait été traité. J'ai expliqué pourquoi j'en avais fini. J'ai joint les dossiers de preuve. J'ai précisé que je ne demandais pas de remboursement. Je ne demandais pas d'excuses. Je m'assurais simplement que la vérité soit connue pour qu'ils ne puissent pas réécrire l'histoire, pour qu'ils ne puissent pas me dépeindre comme le méchant. J'ai enregistré la lettre comme brouillon. Je ne l'ai pas encore envoyée. Je voulais attendre. Je voulais voir s'il me contacterait, s'il s'excuserait, s'il ferait ce qu'il fallait sans y être contraint. Je leur ai donné une semaine. Pendant cette semaine, mon téléphone a explosé. SMS, appels, messages vocaux. La plupart étaient en colère. Kathleen m'a accusé de détruire la famille. Patrick a dit que j'étais mesquin. Maman a dit que je lui brisais le cœur. Kimberly a dit que ses enfants pleuraient parce qu'ils devaient quitter la garderie. Pas un seul d'entre eux ne s'est excusé auprès d'Andrew. Pas un seul n'a reconnu avoir mal agi. Pas un seul n'a pris ses responsabilités. À la fin de la semaine, j'avais ma réponse. Ils n'allaient pas changer. Ils n'allaient pas admettre leur tort. Ils allaient continuer à jouer les victimes. Ils allaient continuer à agir comme si j'étais le problème. Alors, j'ai cessé d'attendre. J'ai ouvert le brouillon. J'ai relu la lettre une dernière fois. J'ai vérifié les pièces jointes. Et puis j'ai cliqué sur envoyer à 47 personnes d'un coup. Les retombées ont été immédiates. L'email est parti à 7h18 du matin. À 7h25, mon téléphone a commencé à vibrer. À 7h30, le groupe de discussion de la famille était en feu. Je n'ai pas lu les messages au fur et à mesure. J'ai attendu. J'ai laissé le chaos s'installer. J'ai préparé du café. J'ai fait le petit déjeuner d'Andrew. Je l'ai préparé pour la journée. Et puis, quand j'ai su que la tempête avait pleinement frappé, j'ai ouvert le groupe de discussion. Il y avait 89 messages. Kathleen a été la première à réagir. Elle a écrit « C'est quoi ça? Tu as envoyé nos affaires de famille privée à tout le monde? Tu es fou ?» Patrick a suivi. Il a écrit « C'est bas, Jeffrey. Vraiment bas. Tu essaies de nous donner une mauvaise image parce que tu ne supportes pas qu'on te dise la vérité. » Maman a envoyé un message vocal. Je l'ai écouté. Sa voix tremblait. Elle a dit que je l'avais humiliée. Elle a dit que les gens l'appelaient, lui posaient des questions, la jugeaient. Elle a dit que j'étais un homme cruel et égoïste. Elle a dit qu'elle regrettait de m'avoir élevé. Kimberly n'a pas dit grand-chose. Elle a juste écrit « Je ne peux pas croire que tu as fait ça. »
Mais le reste des messages ne venait pas d'eux. Ils venaient de tous les autres, des cousins, des tantes et oncles, des amis de la famille. Et ils ne défendaient pas ma famille. Ils les questionnaient. Un cousin a écrit « Attendez, vous avez vraiment donné un jouet cassé à Andrew devant tout le monde ?» Un oncle a écrit « Jeffrey paie la moitié de ton hypothèque depuis 6 ans, et tu n'as jamais pensé à le mentionner ?» Une tante a écrit « Vous avez dit à un enfant de 6 ans qu'il n'est pas de la famille. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ?» Un autre cousin a écrit « Je viens de regarder les reçus. 127 000 $. Vous plaisantez ?» La marée tournait rapidement. Les gens ne gobaient plus le récit de la victime. Ils voyaient la vérité. Ils voyaient le schéma. Ils voyaient ce que j'avais vécu pendant 10 ans. Kathleen a essayé de limiter les dégâts. Elle a écrit « Vous ne voyez qu'un côté. Jeffrey déforme tout. Il fait paraître ça pire que ça ne l'était. » Quelqu'un a répondu « Alors explique les reçus. Explique les documents de prêt. Explique les SMS. » Elle n'a pas répondu. Patrick a tenté une approche différente. Il a écrit « Écoutez, les familles se disputent. Ce n'est pas grave. Jeffrey fait du mélodrame. On peut arranger ça. » Un autre cousin a répliqué « Tu le traites de mélodramatique après qu'il a dépensé 2600 $ pour tes enfants, et que tu as laissé les tiens humilier son fils. Ce n'est pas une dispute. C'est de la maltraitance. » Maman a envoyé un autre message vocal. Cette fois, elle pleurait. Elle a dit que j'étais en train de déchirer la famille. Elle a dit que je détruisais tout ce que papa avait construit. Elle a dit qu'elle ne savait plus qui j'étais. J'ai fini par répondre. J'ai envoyé un seul message. Il était court. Il était calme. Il était définitif. J'ai écrit « Je suis la personne qui a passé 10 ans à être votre distributeur automatique. Je suis la personne qui a payé vos factures pendant que vous ignoriez mon fils. Je suis la personne qui a tout donné et n'a rien reçu. Et je suis la personne qui a fini. Ne me contactez plus à moins d'être prêt à vous excuser auprès d'Andrew. D'ici là, considérez que cette famille, c'est fini. » Puis j'ai quitté le groupe de discussion. J'ai bloqué chaque numéro. J'ai supprimé le fil de discussion. J'ai éteint mon téléphone. En moins de 48 heures, les retombées ont atteint une masse critique. L'assurance de Kathleen a expiré. Elle s'est fait arrêter. Elle a dû payer une amende et fournir une preuve de nouvelle couverture. Elle m'a appelé 14 fois. Je n'ai pas répondu. Le prêt d'équipement de Patrick est passé en défaut de paiement. Le créancier a entamé des procédures de saisie. Il a perdu 2 de ses tondeuses et son camion. Son entreprise a pris un coup. Il m'a laissé un message vocal disant que j'avais ruiné sa vie. Je l'ai supprimé sans l'écouter. Le paiement de l'hypothèque de maman a été rejeté. La banque lui a envoyé un avis. Elle avait 30 jours pour régulariser sa situation ou faire face à une procédure de saisie. Elle m'a envoyé une lettre. Je l'ai brûlée sans la lire. Kimberly a dû retirer ses enfants de la garderie. Elle a posté sur Facebook pour demander de l'aide. Des gens qui avaient lu mon email ont répondu avec des captures d'écran de ses sorties coûteuses. Elle a supprimé la publication. La famille s'est fracturée. Les gens ont pris parti. La plupart ont pris le mien. Quelques-uns ont essayé de rester neutres. Mais le mal était fait. L'image qu'ils avaient construite et l'idée qu'ils étaient de bonnes personnes ayant juste eu une mauvaise journée a été brisée. Tout le monde connaissait la vérité maintenant. Tout le monde savait ce qu'ils avaient fait. Tout le monde savait qui ils étaient vraiment. Et je ne me sentais pas coupable, pas même un peu. Je me sentais libre. 3 mois plus tard, Andrew et moi avons déménagé. Pas loin, juste assez. Un nouvel appartement dans un quartier qu'il ne connaissait pas. Un nouveau départ dans un endroit où personne n'avait d'attente envers moi. Où personne ne savait que mon nom signifiait de l'argent. Où personne ne connaissait Andrew comme l'enfant qui n'était pas à sa place. Je l'ai inscrit dans une nouvelle école plus petite, plus conviviale. Le genre d'endroit où les professeurs se souviennent vraiment de votre nom. Il s'est fait des amis rapidement et de vrais amis. Des enfants qui l'invitaient à des fêtes d'anniversaire. Des enfants qui échangeaient des goûters avec lui au déjeuner.
Des enfants qui se fichaient de savoir d'où venait sa mère ou si son arbre généalogique ressemblait au leur. Un soir, il m'a demandé pourquoi nous avions déménagé. Je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit que parfois, les gens qui sont censés t'aimer ne savent pas comment faire. Je lui ai dit que ce n'était pas sa faute. Je lui ai dit qu'il méritait mieux. Il a hoché la tête. Il n'a pas posé de questions sur grand-mère. Il n'a pas posé de questions sur ses cousins. Il a juste demandé si nous pouvions manger de la pizza pour le dîner. J'ai dit oui. J'ai reconstruit ma vie. Je me suis concentré sur ma carrière. J'ai eu une promotion au travail. J'ai arrêté de répondre aux appels des gens qui ne voulaient que des faveurs. J'ai arrêté de dire oui à des choses que je ne voulais pas faire. J'ai arrêté de porter une culpabilité qui n'avait jamais été la mienne. Kathleen m'a envoyé un email en février. Elle a dit qu'elle était désolée. Elle a dit qu'elle n'avait pas réalisé tout ce que j'avais fait pour eux. Elle a dit qu'elle voulait arranger les choses. Elle a demandé si nous pouvions nous voir. Je n'ai pas répondu. Les excuses qui arrivent après les conséquences ne sont pas des excuses, c'est de la gestion de crise. Patrick a envoyé une carte en mars. Il y avait une photo de coucher de soleil sur le devant. À l'intérieur, il a écrit 3 phrases. Il a dit que je lui manquais. Il a dit qu'il était désolé. Il a dit qu'il espérait que nous pourrions parler un jour. J'ai gardé la carte. Je n'ai pas répondu. Peut-être qu'un jour je le ferai, mais pas aujourd'hui. Pas tant que les blessures étaient encore fraîches. Maman n'a pas cherché à me joindre. J'ai appris par un cousin éloigné qu'elle avait vendu la maison et emménagé dans un petit appartement. Je n'ai pas ressenti de satisfaction de cela. Je n'ai pas ressenti de revanche. Je me sentais juste fatigué. Fatigué de toute cette histoire. Fatigué du poids que j'avais porté pendant si longtemps. Kimberly a envoyé un SMS en avril. Elle a dit que ses enfants regrettaient Andrew. Elle a dit qu'ils demandaient après lui. Elle a dit que peut-être nous pourrions organiser une rencontre pour jouer. J'ai bloqué le numéro. Andrew et moi avons commencé de nouvelles traditions, des pancakes le samedi matin, des randonnées le dimanche après-midi, des soirées cinéma où nous choisissions des films qu'aucun de nous deux n'avait vus. Nous avons construit une vie plus petite mais plus pleine. Une vie qui était la nôtre. Une vie qui ne dépendait pas du fait de faire nos preuves auprès de gens qui refusaient de nous voir. Un soir, Andrew est rentré avec un dessin. C'était une image de nous deux debout devant notre nouvel appartement, souriant. Il avait utilisé toutes les couleurs de sa boîte de crayons. Il me l'a tendu et a dit que c'était nous dans notre nouvelle maison. Je l'ai mis sur le frigo. Je le regardais chaque matin. Je n'étais plus celui sur qui on compte. Je n'étais plus le portefeuille. Je n'étais plus le plan de secours. J'étais juste Jeffrey, un papa, un homme qui comprenait enfin qu'être estimé ne dépend pas de ce que vous donnez. Cela dépend de qui choisit de vous voir même quand vous n'avez plus rien à offrir. Et Andrew n'était pas l'enfant qui n'était pas à sa place. Il était mon fils. Et c'était toute la famille dont nous avions besoin.